J'attends ton intro spécial YouTube. Oh non, mais arrête, tu me fous la pression, là. Salut les Lucettos. Mais arrête. Les preuves sur l'inf. Comment ça va? Bah ça va super, hyper content d'être là, un peu stressé parce que voilà, t'es un peu ce qui représente pour nous autres youtubeurs comment dire, le Graal du journalisme français. Bah, Donc j'ai l'impression de passer l'oral du doctorat de médecine. Tu vois, il y a un truc où là je dois vraiment faire preuve d'une certaine pertinence, d'une certaine analyse. Tu vois, hier il y avait donc le match Paris Saint-Germain contre Liverpool et j'ai des amis qui m'ont proposé de regarder le match et rien qu'évoquer le nom de je suis avec Élise Lucet demain, ça a calmé tout le monde. On m'a dit non, bon, ok, viens pas ce soir, repose-toi bien. Demain, il faut que tu sois en forme. Voilà, on sait très bien que ça allait peut-être terminer un peu plus tard, qu'on allait boire une bière ou deux. Il m'a dit non, repose-toi. Demain, c'est Élise Lucet. Voilà, c'est capital. Tu passes un examen. Sans mauvais jeu de mots, mais voilà, c'était vraiment important que je sois en forme parce que voilà, ça reste quelque chose pour nous qui nous marque et qui fait partie de notre jeunesse et de notre vie aujourd'hui. Eh ben, super. On rappelle le process un peu pour Desroches. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde des anciens reportages d'Envoyé spécial notamment. Pas que? Non, on fait une exception là. On va regarder aussi un reportage de Stade 2. Alors on remercie nos petits copains du service des sports de France Télévisions et notamment de Stade 2 parce qu'il y a un reportage qui, à mon avis, peut t'intéresser. Sur le rugby? Ouais. Je savais. Okay, on a hésité entre rugby ou hockey sur gazon. On s'est dit, je sais pas. Ah ouais, je comprends. Ouais, ou curling. Enfin voilà, les trucs qui m'animent vraiment depuis mon enfance, je comprends. Le curling, en même temps, c'est passionnant. C'est captivant. Ça, c'est du journalisme. Voilà. Nouveauté pour cet épisode 3, on regarde 3 reportages. Premier sur un groupe de youtubeurs. Deuxième sur le rap. Et troisième sur un certain joueur de basket. Ok. Dès qu'on veut réagir, on fait quoi? On est d'accord que c'est vraiment pas un trucage. C'est connecté en Wi-Fi avec la régie directement depuis Minneapolis. On est d'accord. J'avais peur que... Et ça passe par Starlink. Ouais, voilà, c'est ça. Évidemment. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais en fait, t'es passé dans Envoyé spécial. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, bien sûr, mais l'arnaque PCF, non, pas du tout, c'est pas ça. Pardon, c'est PCF, c'est CPF, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je voulais pas, c'est un pote qui m'a induit en erreur, je suis désolé. T'avais 22 ans. Oui. C'est une journaliste que j'aime bien qui s'appelle Anouk Burel qui était aux commandes et qui t'avait suivi. On y va? Let's go. Tu te calmes, Denis? Incroyable. Les garçons du groupe, eux, viennent de YouTube et du stand-up en mélange. Tu te calmes, Denis? Non. La recette a du succès. En moins d'1 an, ils ont plus de 2 millions d'abonnés sur Internet et font déjà salle comble dans toute la France. Ok, ce soir, c'est... Alors, c'est il y a 10 ans, donc 10 années en moins, et également 10 kilos en moins. Apparemment, si tu peux le dire, Elise. Ah non. Si, la vie a fait son travail. Non, mais incroyable de revoir tout le monde. Alors, vas-y. Alors, que je présente tout le monde, Mike Kenley, Malcolm to the World, Hakim Gemili, Youssoufa Diaby, Hugo tout seul ou Hugo dessus, Jérémy Detlo, et moi au milieu. Et toi au centre, comme par hasard, hein? Non, mais il y avait toujours un peu ce truc de... j'étais un peu le soldat de... Quand il fallait parler en premier sur une émission, c'était moi, mais chacun avait son rôle. Mais c'est quoi ça? C'est la bande de potes avec qui tout est possible. On rêve de tout, on le fait ensemble, quoi. Ouais, bah surtout ça part de vraiment un plateau de stand-up. Voilà, le Whoop, un plateau de stand-up qui démarre vraiment, c'est pas un ancien temps, mais c'est vrai que c'est le pari... un peu pour moi, le rêve du comédien qui arrive à Paris, qui fait les cafés-théâtres et qui rencontre... bon, je me compare absolument pas au Splendide ou quoi, mais c'est un peu dans ce truc-là qu'on retrouverait potentiellement moins maintenant, tu vois. C'est plus individualiste maintenant, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est-à-dire que les youtubeurs, s'ils vont faire de la scène, ça reste quand même en solo. Il y a plus cet effet de... Enfin, c'est un grand mot, attention encore une fois, de boys band. Oh, je casse pour France 2. Quand je dis service, vous dites public, ça fait service. Oh non. Public, service, public, service, public. Envoyé, envoyé. Oh non. Les générations précédentes mettaient des années à construire un tel succès. La lumière de tes yeux et tu sais respecter que la blancheur de tes dents. Oh, la poésie. On était cons, hein. On était en 98, vous aviez 22-23 ans, c'est-à-dire à peu près l'âge des youtubeurs aujourd'hui. Et je me demande, en regardant ces images, si vous n'êtes pas le premier youtubeur avant même
C'est clairement le premier format face cam, comme nous on a appelé podcast, mais qui n'est pas vraiment un podcast, mais où on se mettait en scène dans notre chambre face à une caméra. C'est clairement c'est Jamel qui l'a vraiment ramené, en tout cas avec ce montage dynamique, et ce rythme. C'est le premier des youtubeurs pour toi, le roi de Jamel, entre guillemets? Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le créateur du youtubeur, mais c'est le créateur du format humour qui lie le stand-up face à une caméra. L'impact qu'il a eu, que ce soit en termes d'humour, mais aussi pour l'ouverture vis-à-vis de toutes les communautés, toutes les minorités en France et tous les gens qu'on entendait moins ou qu'on voyait moins, même pour l'humour et puis pour énormément de choses. Il a eu un impact qui est au-delà de juste l'humour. Il y a un truc qui est générationnellement énorme autour de Jamel. Oui, je veux dire, j'aimerais que ça soit on avait comme... on était un peu obsédés par le fait d'être les premiers à faire un truc. Alors évidemment, on n'a rien inventé, c'était une caméra fixe, un grand angle et un fond blanc. Et tout résidait sur nos personnalités, mais malgré tout, il y avait un ton qu'on n'avait jamais entendu, je crois, et puis une liberté. Exactement comme les youtubeurs aujourd'hui. Jamel reste une référence dans le milieu des youtubeurs. Il nous a totalement enseigné un type d'humour et ça se ressent dans nos vidéos parce qu'il y a beaucoup d'absurdes comme ça. Vraiment, lui, c'est le maître en la matière et aujourd'hui, c'est totalement dans ce type d'humour-là qu'on se reconnaît. Que ce soit Eric et Ramsey, Jamel... c'est horrible. On dirait vraiment que je laisse parler personne, en fait, en regardant la Mais non, mais parce qu'on a aussi sélectionné le moment où tu parles. D'accord, ok. Il y a un montage au préalable. Non, mais parce que quand même, c'est super intéressant de te revoir. Bien sûr. Là, t'as 22 ans, je crois, tu vois. Ouais, et donc, c'est super de te revoir à l'époque. Ça paraît si loin et si proche en même temps, parce que les années... après, c'est quand tu grandis, évidemment, tout te paraît plus proche que ça en a l'air. En fait... là, Internet et l'Internet d'aujourd'hui, c'est deux mondes différents, complètement. Mais voilà, excuse-moi, je repars vas-y. dans le sujet. Et du coup, pour kiffer un peu avec mes potes sur Internet, les garçons s'amusent souvent avec les clichés sur la virilité, comme dans cette vidéo sur le rap. Ok, je roule en limousine, toi t'as même pas de caisse. Tu touches le SMIC. Faut que je trouve un mot qui rime avec caisse. Qu'est-ce que je peux bien dire? On les a forcés à se marrer et tout, les pauvres. Ils connaissaient ce sketch par cœur. Ah mais faut que je trouve un mot là. Allez vite. Tu touches le SMIC, moi je te touche les fesses. Hein? Ah non, je vais pas dire ça, je vais dire gonzesse. Je touche des gonzesses. Des hôtesses. Des CRS. Non, pas des CRS. Je pense que tout humoriste a beaucoup d'autodérision sur lui. Je pense que c'est... Et voilà, je reparle, je laisse personne parler. Qu'on fait ce taf-là, à part Hakim qui lui, pardon, ça va. Voilà, on a tous des défauts, on est tous un peu des losers, mais on l'assume et on a envie d'en rigoler. Bon, je suis pas... Enfin, oui, c'est vrai ce que je dis. Maintenant, on n'est pas tous des losers, forcément. C'était juste on a tous une... Non, mais c'était il y a 9 ans. On se ressemble tous un peu, mais... Mais du coup, tu dirais encore fesses, gonzesse, hôtesse... Jamais je dis ça, mais jamais. Mais jamais, bien jamais. sûr. Mais... Tu commences par fesses, gonzesse, hôtesse. Non, après, toi, tu touches des fesses, ou moi, moi, je touche des fesses. En fait, il y a ce rapport, oui, aujourd'hui, qui est peut-être différent. Je pense que je l'amènerai d'une autre manière, mais évidemment que maintenant... il y a des choses qui sont moins faciles à ramener. Puis surtout, j'ai grandi aussi, tu vois. À cette époque-là, tu as peut-être aussi une insouciance et tu captes pas forcément ce qui peut aussi déranger parce que t'as pas tout vu, quoi, à 22 piges. T'es moins connecté aussi à tout ce monde. C'est en grandissant aussi qu'il y a plein de trucs qui te barrent de codes que tu comprends et que tu vas pas reproduire. Mais évidemment, le monde a changé depuis. Ça, c'est sûr. Ça a permis aussi à énormément de choses d'évoluer dans le bon sens. Bon, alors ça, c'était un petit clin d'œil pour commencer, parce que t'as commencé tellement jeune, en fait, que, alors que t'as à peine 30 ans, on peut avoir des archives sur toi, ce qui est quand même assez rare, et dans Envoyé spécial. C'est ça. Mon cher, dans Envoyé spécial. J'ai cet honneur-là. Qui est quand même une excellente émission. C'est ça, mais qui existe depuis longtemps, et de me dire que, voilà. Plus de 30 ans, dit. T'imagines? Ah, waouh. Toi, il y a des gens qui bossent dans l'équipe qui sont là depuis 30 ans. Non. Ok. Ça bouge. Non, ça bouge. T'as viré tout le monde, t'es arrivé, t'as viré tout le monde. C'est ça que je comprends. Ok. Non. Vous êtes à ça, les gars, sachez-le. C'est ça, ouais. Attention, j'arrive. On va enchaîner, si tu veux bien, avec deuxième reportage, toujours Envoyé spécial, là, pour le coup. Et on ne l'a pas choisi par hasard, ça s'appelle Les enfants du rap. Oui, et voilà, c'est un peu ta vie. C'est vrai, j'ai des enfants et j'aime le rap. J'ai pas d'enfants. Allez, c'est parti.
Générique mythique. Bah ouais, excellent. Attends, regarde-moi ça. C'était à l'époque où la DA, c'était tout le monde met de la guitare électrique dans ses... C'est pas sorcier, ça. Ouais. Il met de la guitare électrique dans tous les génériques. Non, regarde ces images de dingue. C'est incroyable. Là, alors c'était quel jour? C'était déjà le jeudi avant? Ouais, ça a toujours été le jeudi. Je revois mon C'est salon. dans un tout autre univers que nous allons voyager maintenant, direction la planète Rap. C'est une musique née aux États-Unis dans les années 70, une musique issue des ghettos noirs de New York. Chez nous, elle a débarqué il y a une vingtaine d'années, portée et produite par des jeunes des banlieues. La France est aujourd'hui le deuxième marché au monde pour le rap. Une musique qui fait vendre et qui fait aussi parfois peur. C'est parti. C'est parti. Ce soir, les 113 du 9-4 vont tout déchirer dans le 6-9. Traduisez en vieux français, les rappeurs du Val-de-Marne, connus sous le nom de scène 113, déchaînent les foules à Lyon. Ok, toujours prêt, jamais HS. Donc tu auras du monde pour nous soutenir. 113 pour maintenir, oh la communauté. Toujours là pour représenter les quartiers. Les plus déroutés, les mecs, les plus dégoûtés de la vie. On vient du 9-4. Je pense pas que ce sont que des gens de quartier qui viennent voir des groupes de rappeurs, quoi. Ils ont du vécu, ils racontent ce qu'ils ont vécu, t'as vu, c'est pas du blabla. Le rap, c'est cosmopolite, c'est pour tout le monde, pour toutes les religions, pour toutes les origines, pour tout. Dans mes écrits, dans ma pro avec de vitry, ça m'a fait le ghetto, je retranscris, zigzag entre le mal et les délits, j'ai le débrouillard, une fois sorti du lit, au chômage potentiel et ambitieux, c'est pour nous qu'ils ont créé la LPE, mais une thune un kilomètre, pour aller trop pépette si je peux me permettre, ça se permettre, ambitieux, parfois vicieux, faut que tu dises que tu peux être le prince de la vie si tu veux, où tu veux, quand tu veux. C'est fou. C'est beau parce que là, on voit vraiment la genèse. Alors, le rap a existé déjà avant en France, mais de revoir vraiment ce qui constitue le rap, ce qui fait l'essence même du rap, la revendication, les messages qui sont... Moi, je vais pas faire le puriste parce que j'écoute encore aujourd'hui du rap et j'aime tout ce qui sort. Bon, la majeure partie des trucs qui sortent, j'écoute tout ça. Mais c'est vrai que ça vient de là et de voir surtout Rimka qui est toujours aujourd'hui actif. Ouais. C'est fou quand même, on se rend pas compte de la longévité du gars. Il est là depuis un certain temps, de voir le public aussi. Et c'est pas mal ce qu'ils disent, non? Ouais, bien sûr. C'est pas que les gens de banlieue qui écoutent du rap. Ça, c'est quelle année? Ça parle à tout le monde. 2006. Ouais, alors après, il y a eu du travail, parce que pour moi, en 2006, il y avait déjà... moi, j'avais 13 ans. Le rap, j'écoutais ça depuis le CM1, CM2, donc il y avait quand même... Ouais, mais tu crois pas qu'il y avait un peu le tampon cliché, banlieue... Les banlieues, déjà, à l'époque, pour moi, c'était déjà un peu pas révolu. Parce qu'il y avait encore énormément de codes à briser. Orelsan est arrivé après, par exemple. Ça a été déjà un premier pas fait en avant dont je parle dans l'ouverture de qu'est-ce que le rap et est-ce qu'il s'ouvre forcément que aux gens de banlieue, tout ça. Mais déjà, 2006, c'était un peu plus évolué, je pense, que l'époque des Benny B ou du NTM ou de IAM, tu vois. Donc là, on est pile poil dans ça y est, ça s'ouvre quand même. Mais ça raconte quand même aussi quelque chose ça rend visible une partie de la population qui l'était pas. Bien sûr. Mais 113 a fait partie aussi de ce courant-là de rap qui a fait en sorte que le rap aussi se démocratise, tu vois. Ils ont collaboré avec les Daft Punk, il y a eu toute les victoires de la musique. Il y avait déjà ce côté où eux, ils ont cassé déjà pas mal de barrières. Les plus allergiques le rabaissent à une sous-musique produite par et pour les banlieues. Préjugés, répondent AP, Rimka et Mokobé. Les trois gaillards du 113 en ont même un peu ras la casquette. Ouais, beaucoup de préjugés sur le rap, mais t'as pu le constater que ce soir, tout s'est bien passé. Voilà, il y avait le tourneur du Whoop qui était dans cette pièce, on vient de le voir. Non, ouais. On arrive à rassembler tellement de jeunes avec juste un micro. On arrive encore à faire mieux que des politiciens. C'est tout. Et elle est là, la force. C'est la musique la plus écoutée aussi par les jeunes. C'est plus le rock, hein. Faut se rendre à l'évidence. Quelle belle époque. T'entends ce qu'ils disent quand même? Genre, bien sûr, on prend un micro, on parle plus, nous, à tout le monde que les politiques. C'est vrai, c'est drôle de se dire qu'il y a quand même eu une évolution aujourd'hui qui tend à un peu plus pas le lycée, mais où il y a quand même moins le rap qui est engagé a beaucoup moins d'impact. Oui, il y a moins d'impact, parce que le rap est devenu aussi la nouvelle pop et c'est tellement démocratisé qu'aujourd'hui, il y a tellement de genres et tout genre que le rap, entre guillemets, politique, occupe une place
j'ai envie de dire, un peu minoritaire dans ce qui sort. D'accord, mais ils en ont fait de la politique, là, Oui, clairement. bien sûr, mais excuse-moi, je suis allé dans l'analyse de... Au début, c'était quand même un truc carrément politique, on est d'accord. Complètement. Comment tu t'es lancé dans le rap, toi? Alors, quand j'étais petit, ouais. Bah, j'avais demandé à ma mère de m'acheter un micro, si je pouvais m'acheter un micro. On avait acheté un micro à 20 balles à la Fnac. C'était les micros qui ressemblaient aux trucs de caissière de supermarché pour appeler les parents du petit Timéo qui s'est perdu. Et j'utilisais un vieux collant de ma daronne pour faire le filtre anti-pop et pour qu'on n'entende pas les dans le micro. Et je faisais ça, évidemment, à voix basse, par peur qu'un de mes parents rentre ou que mon frère rentre dans la chambre à ce moment-là. Ah ouais, donc c'était souvent le mercredi après, que s'il y avait personne à la maison ou tout ça. Donc tu rappais à voix basse avec le collant de ta daronne, c'est ce que tu es en train de me raconter. Okay. Cachette, hein, ouais, c'était une certaine de vie de truand que je menais à l'époque. C'était mon plus gros acte de rébellion. Voilà, exactement, que j'ai pu avoir à l'époque. Du coup, on est très très loin. Bien sûr. De cet univers-là. J'écoute ça quand même. Qu'est-ce qui... Ouais, voilà, c'est ça, t'as pris ça quand même. Ouais, bien sûr. Mon grand frère m'a mis au rap assez jeune parce qu'on avait déjà un certain goût prononcé pour les USA. Bon, que je revendique de moins en moins, mais en tout cas que forcément, on était un peu matrixé par tout ce qui se passe aux USA, de par la comédie, de par la musique, de par le basket. Tu rappais quoi à 12 ans? Justement, c'est ça qui était très drôle, c'est que je m'inventais une street cred et une vie que je n'avais pas. Non, et c'était assez... on se foutait de moi au collège parce que les gens disaient « Mais pourquoi tu mens comme ça? Quand tu prends le bus, quand t'arrives, ça sent le foin, il n'y a absolument pas... personne ne se tire dessus dans ta cité et tu revends absolument aucune drogue. » Moi, c'était... Je reproduisais ce que je voyais dans les clips de 50 Cent, T.I., Snoop Dogg, tous les rappeurs américains de l'époque, donc j'avais les codes. T'avais les chaînes et tout? Chaînes, non, ma mère m'aurait pas laissé avoir ça, mais j'avais des casquettes New Era que je portais évidemment comme ça. J'avais les grands pantacours, les grands baggy, les Air Force One, les maillots de basket que je portais à l'envers pour ressembler à Fabulous, rappeur new-yorkais. Et j'étais le seul habillé comme ça au collège. Et c'est parce qu'à l'époque, j'avais pas forcément de figure représentative. Puis j'avais 13 ans, quoi, ça va. J'avais pas complètement toutes les cases au bon endroit. Donc il y avait un peu une tentative de se développer. C'était l'art que je consommais le plus. Donc j'essayais de reproduire un peu ce que je consommais. Mais je visais pas juste, évidemment. Mais ça a fait partie de mon évolution et ça m'a permis aussi de me reconcentrer sur l'humour parce que mon frère se foutait suffisamment de ma gueule pour qu'à un moment donné, je n'ai pas d'autodérision. Mon blaze à l'époque, c'était Vico, V-I-C-K-O. J'avais pris le Ivic et j'avais mis un O à la fin. Et voilà, j'ai dû arrêter, je me suis fait attaquer par une célèbre marque de chips. Donc on a mis cours au projet. V-I-C-K-O, en 3 rimes, t'es KO. C'était ça ma tagline. Génial. Let's go. Notre voyage sur la planète rap commence aux Victoires de la musique avec This Is La Peste. Ça va bien? Bonjour. Ça va bien, Nathalie André. Premier modèle, je dirais, alors dans ce cas-là, s'il fallait un gars à qui je m'assimile, même si j'étais pas de banlieue ou quoi, DC's a fait partie déjà de par son métissage, mais de par ce qu'il revendiquait et puis sa mentalité. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises, de travailler avec lui. C'est un peu le papa des tismés de ma génération. Comment tu l'as vécu, toi, ce métissage? Parce que parfois, j'entendais justement des gens qui s'exprimaient sur le métissage en disant « En fait, quand je suis avec des noirs, je suis pas assez noir. Quand je suis avec des blancs, je suis pas assez blanc. Oui, » Tu vois ce que je veux dire? Ça tend à évoluer parce que, en vrai, le métissage, c'est pas un concept récent. Il y a des métis depuis très longtemps. Bah ouais. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'enfants métis. Et je suis assez content quand je reçois des messages d'enfants métis qui ont une construction un peu décalée et forcément différente de tout le monde, parce que certains, en grandissant leurs 2 parents, ont grandi que dans une seule culture et qui ont forcément un souci de repère de oui, mais t'es pas vraiment noir, oui, mais t'es pas vraiment blanc. Tu disais tout à l'heure, DC's, finalement, ça a été sûrement un modèle pour toi. Ouais. Mais toi, t'es un modèle pour les autres aussi. Bien sûr, bien sûr, chouette, je sais pas, mais on transmet le tandem. Le tandem, c'est pas le bon mot. On transmet le bâton de génération, le flambeau. Ouais, c'est ça, de génération en génération, forcément un peu.
Tu vois, il y a marqué 10 la peste. Soprano aussi. Eh ouais. Sopra, t'as vu comme il est jeune, là? Ouais, il a pas tant bougé que ça. Non, c'est vrai. Chanteur à voix ou à texte. Mais même D6, hein, il est très bien vu, et tout cela. Hein. Pourquoi est-ce qu'on vient avec une soirée comme celle-ci? Parce qu'après tout, on fait de la musique, et si on veut dire que le rap est une musique à part entière, quand on a ce genre d'invitation, on refuse pas. Surtout que si jamais on gagne, ça nous permet de pouvoir dire quelque chose. This is la peste. Alors peut-être que t'attendais un peu plus tard pour évoquer ce sujet-là, mais les victoires de la musique restent un sujet de discorde dans le milieu du rap. Mais encore non, c'est aussi pour ça qu'on en parle. Quand D6, justement, a eu la victoire, il y avait une catégorie où c'était rap, R&B et reggae. Tout ça, je te mélange tout ça et je te mets tout ça dans la même catégorie. Alors qu'il n'y a rien à voir. Ça s'améliore ou ça s'améliore pas? En fait, pour être honnête, je dirais pas que j'ai lâché le bateau des victoires, mais il n'y a plus forcément un besoin de validation venu de ces instances comme les victoires de la musique. Objectivement, t'es invité aux victoires de la musique, t'y vas? Parce que c'est un débat entre rappeurs, ça. Hein. Il y en a qui disent faut y aller, d'autres non, j'y vais pas, c'est pas la peine. que je refasse un projet, ça fait un peu longtemps, mais non. Ouais, d'ailleurs, à ce propos, on va voir si tu t'y mettes. Mais écoute, on fait des films, en fait, donc on peut pas tout faire. Non, mais quand même, faut que tu t'y mettes. J'aime bien me concentrer sur un projet pour aussi, tu vois... 2 albums, c'est bien, on attend le 3e, c'est tout ce que je te dis. On n'arrive pas tous à faire le JT, ensuite à faire Envoyé spécial, on fait Cache Investigation, à être en Albanie, le lendemain à Dubaï, machin. Désolé, en fait. T'as pas répondu à ma question, là je vais faire Cache Investigation. Je pense que... en fait, c'est tellement bizarre de se placer là-dedans, mais... Parce que j'ai jamais vraiment été convoité par cette institution. Mais oui, je pense qu'il y a un moment donné où il faut jouer le jeu. En fait, ne pas y aller, c'est raconter quoi aussi? C'est raconter... Tu veux dire, faut pas se plaindre d'être invisible ou de pas être assez visibilisé et faire la politique de la chaise vide, quoi, en gros. Ouais, tu le dis bien mieux que moi, voilà, c'est bon. J'allais le dire en 7 phrases, mais tu l'as mieux dit. Regarde, tac, c'est reparti. Laouni a 24 ans. N'hésite pas à le faire quand j'arrive pas. Dans le 7-8. On gagne en watch time. Et regarde. Laouni. Tu vas bien? Trappes, une banlieue dure, son terroir à lui. Avec des arbustes à l'ombre des tours et des recoins pour les conneries. Laouni a fait beaucoup de conneries et plusieurs séjours en prison. Il a fait beaucoup de rimes aussi. Maintenant, Laouni s'appelle Lafouine et il a signé chez Sony. Je viens d'avoir le permis, là, il y a un mois. Donc, je peux aller partout. C'est cool, il est là. Lafouine avait un ami à cet étage. Amidou, mort dans un accident de voiture. Il n'a pas oublié le chemin de l'appartement. Il est resté un familier. Lui et d'autres jeunes continuent à réconforter la maman. Trésor du groupe L'Escadrille vient passer une tête en voisin. Si on avait écouté les rappeurs, on aurait pu éviter beaucoup de choses. Quand on cherche un travail en banlieue, sous prétexte qu'on soit noir, arabe et qu'on vive en banlieue, on nous met des bâtons dans les roues au niveau des patrons et tout. Et ben, je pense que le rap, c'est la même chose. Non seulement cette musique est noire et arabe, et non seulement elle vient de la banlieue. Le rap est-il l'innocente victime d'un racisme musical? Pas si simple. C'est quand même une vraie question, ça. Oui, je pense, évidemment, parce que il y a à un moment donné une communauté, une minorité qui se sert de ça pour aussi revendiquer certaines choses, et dont le racisme. Il y a forcément... Enfin, ils ne revendiquent pas le racisme, ils revendiquent une place. Et aussi, oui, une place qui est mise au fond du bus. Ouais. Il y a un racisme musical, c'est un peu large, parce que au final, comme ils le disent au début, c'est une musique pour tout le monde, et c'est une musique qui est écoutée par tout le monde. Donc en soi, je pense que le rap n'est pas là pour diviser, ne cherche pas à diviser et de revendiquer. Mais potentiellement, à l'époque, dans les labels ou dans ce qui se faisait en musique, oui, le rap était mis de côté, et potentiellement, étant donné que ça venait des banlieues et majoritairement représenté par des gens issus de l'immigration. Donc oui. Allez, on continue. Allez, parce que c'est un beau sujet. L'un des plus gros vendeurs de disques de ces 3 dernières années. C'est qui ça? Avec près d'1 million d'albums. Alors... Dans une chanson, Sniper se donnait pour mission d'exterminer les ministres et les fachos. Oula. Mal leur en a pris. On va être encore un peu sérieux, je crois. Les recours et les pressions. Sniper a fini par annuler sa tournée. Je t'entends crier pour que tu hurles, que la chaleur passe, on n'est pas au des cellules, qu'elle incinère ton système qui part en testicule. Fireborn brûle, Babylone brûle. Je t'entends crier pour que tu hurles, tu dis qu'on avance, mais en fin de compte on recule. Un morceau là, c'est pour la jeunesse qui trempe.
C'était fou, Le ça. trio a été secoué par la violence de cette polémique. Avec C'était le fou, ce recul, morceau. ils accusent leurs accusateurs d'avoir tronqué. Les anciens. Il y a une formule litigieuse où vous disiez qu'il faut brûler des voitures pour se faire entendre. Non, à croire que le seul moyen de se faire entendre est de brûler des voitures. Mais eux, en fait... Déjà, je déforme. Non, mais eux, ils ont pris, voilà, ils ont dit c'est exactement la phrase que tu viens de dire. Bon, en fait, c'est cette phrase-là qu'ils ont sorti de leur cause. Ça veut dire ils ont enlevé le à croire. Et ils ont dit il faut brûler des voitures. Voilà, on nous a dit alors faut brûler des que voitures. la phrase en elle-même, elle parle d'elle-même. Ça veut dire à croire que le seul moyen, ça veut dire qu'il y a bien d'autres moyens de se faire entendre. Et c'est une réalité d'ailleurs, là c'est la preuve, quand les voitures elles ont cramé, bah, ça a parlé de tous les ghettos de France à la télé. Et la formule exterminer les ministres et les fachos, elle est pas un peu forte quand même? Ouais, c'est virulent, mais les phrases virulentes comme ça, t'en as eu de Georges Brassens à Renaud à les voir pendus ou des trucs comme ça, il y en a eu des même par rapport à la Marseillaise, tout simplement. Ouais, juste juste la Marseillaise, elle est très très violente et ils la prennent à des petits qui ont même pas 10 ans. Alors, la battle extrême droite rap, ça continue ou ça continue pas? Bien sûr que ça continue et je dirais pas qu'elle s'est adoucie, mais disons qu'aujourd'hui, elle s'en sert aussi, tu vois. C'est-à-dire? Jordan Bardella, dans ses meetings, il met du Joule, tu vois. Ça a été utilisé aussi... Ça veut dire quoi? C'est pour toucher les jeunes. C'est forcément de la communication et de la stratégie. Et le rap est aussi moins politique qu'avant. Donc, il y a forcément beaucoup d'auditeurs de l'extrême droite qui écoutent du rap. C'est très bizarre parce que tu te dis, les gens que vous écoutez, pour la plupart, ne sont pas en lien avec ce que propose le parti que vous suivez. Ouais, en même temps, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a tellement de gens qui écoutent du rap que, en fait, tu retrouves des électeurs de tous les partis dans les gens qui écoutent du rap. Forcément. Ah, puis tu crois pas si bien dire. Dans le 16e arrondissement de Paris. Là. C'est un samedi soir. Ah bah ok. Charles David fête son anniversaire. Il a 25 ans. Il est étudiant. C'est en un mot, hein. C'est évidemment pas son famille. Charles David écoute beaucoup de rap. Il projette à ses invités le clip fameux de Mafia qu'un Free. Pour ceux. Incroyable. Des images chocs en provenance des quartiers. Pas les beaux, les chauds. Les gars autour, Gabriel là derrière, il est perdu. Et pourtant, Charles David, il est à fond. Est presque incollable sur les paroles. T'es mort là pour les nains, hein. T'es mort pour les nains. Ah waouh. Ah ouais, ils en étaient là. De la musique qu'on aime et qu'on écoute, sur laquelle on danse, qui plaît à tout le monde, voilà, c'est tout. Les rappeurs en ont contre les bourgeois, ils en ont un peu contre vous, on pourrait même dire. Alors, je pense pas. Je pense que justement, pour beaucoup de rappeurs, le rap, c'est un moyen d'accéder à un milieu social plus important, c'est un moyen de gagner de l'argent. Et tout ce qui est le rap un peu bling-bling et tout ça, c'est aussi véhiculer des messages pro-capitalistes. La dernière phrase n'est pas forcément fausse. Maintenant, est-ce qu'ils veulent accéder à ce monde-là en faisant du rap ? Pas sûr. C'est une époque, évidemment, où ça a été un tournant et où ça s'est popularisé et où, évidemment, toutes les classes sociales, là, on a du CSP++. C'est une énergie, au final, le rap. Donc, forcément, ça ne parle pas... quand ils écoutent ça, forcément, ils se reconnaissent pas forcément dedans, mais ça reste un rap qui revendique une certaine détermination, une motivation, une énergie que je pense... Tout le monde, peu importe d'où tu viens, tu peux ressentir. Mais c'est ça, on fait semblant de découvrir que le rap, ça parle à tout le monde, quoi. Oui, on fait semblant. Ça m'a fait penser à un de tes formats, je parle de Charles David, rap versus réalité, où les 11 rappeurs à pas suivre. Charles David, tu pourrais en faire un personnage, là, non? Oui, mais au final, ce personnage-là, je l'ai un peu fait, finalement, dans les 11 rappeurs à ne pas suivre, quand je fais, comment il s'appelle, Faya Ganja, qui se fait attraper par son daron. Papa, tu fais quoi, là? T'es né à Châteauroux, tu pèles du front quand il fait chaud et t'as 20 000 € sur un PEL que je t'ai ouvert quand t'avais 11 ans. Et lui qui vit un peu, qui se marginalise un peu tout seul avec ses potes à boire des 8-6 et à fumer des roulés devant des skateparks qu'il a lui-même graffé. Donc c'est un peu, ça revient un peu à ce gars-là. On y va? Allez. Certains rappeurs ont un autre accent. Celui de Marseille. La seule ville de France à rivaliser avec Paris.
Le leader incontesté du rap marseillais, c'est lui. Akhenaton a la réputation d'être un sage. Il a beaucoup réfléchi, et ça s'entend. Le rap sur papier, le texte sur papier, c'est fou. C'est maintenant bloc-notes iPhone ou Android. Et quand un journaliste lui demande de condamner la violence ou le machisme du rap, il préfère retourner l'accusation. Ok, je refais un petit peu là. Aujourd'hui, une émission de télé, elle se vend pas en paire de fesses ou paire de nibards bien montés allègrement à 20h30. Le rap reprend ces critères-là à la sauce quartier et à la sauce ghetto, en plus exubérant, en plus gros, avec plus d'emphase. On exhibe son argent à la télévision. Les rappeurs exhibent leur argent. On nous dit à longueur d'année qu'on n'est personne si jamais on n'est pas connu. Le but, c'est d'être connu et d'être quelqu'un. Et c'est exactement... Le rap fonctionne sur la même grille que la société. Le reflet de la société, exactement. Je suis d'accord avec toi. Merci à KH pour les travaux. Non, mais il n'a pas tort, hein. Ah, complètement. Mais moi, je me rappelle de mon daron qui était choqué d'un clip de NTM à l'époque où on voyait des femmes en petite tenue. Tu zappais... Tu voyais Lolo Ferrari dans On n'est pas couché, enfin peut-être pas On n'est pas couché, mais dans Cherokee. Enfin, sur une émission de télé, ouais. C'est totalement le reflet de la société dans son global, donc c'était un faux combat, ça. Est-ce que tu pourrais fitter avec lui? Bah, c'est ce que lui, il a envie de fitter avec moi, surtout à Akhenaton, on parle de quand même la légende du rap marseillais. Moi, comme je t'ai dit, c'est moins ma génération. C'est plus la génération avant moi qui était... T'as fité avec le boss du rap marseillais, Jul. Ah oui, le boss de ma génération du rap marseillais. Ouais, exact. C'est clair. Et quel honneur. C'était fou. Je l'ai jamais vu en vrai, par contre. Ah bon? Non. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, il m'a envoyé ses voix sur WhatsApp, si tu veux tout savoir. Non. Complètement. C'est pas vrai. À 5 jours de rendre l'album, au talent, on envoie un message à Henri Jamet, qui est le boss de chez Believe et qui en fait connaît bien Jul. Et on s'est dit, écoute, envoyons, tentons. Et parce que moi, en fait, je suis très pudique et j'ai un peu du mal à demander. Ça me gêne très vite de demander des collaborations, et surtout musicalement, parce qu'il y a évidemment le syndrome de l'imposteur qui est énorme chez moi musicalement. Donc il y a forcément une gêne. On envoie. En se disant, allez, on va jamais nous répondre. Et vraiment, le soir même, ouais, carrément, il vous envoie demain un couplet. Il fait c'était pas un Bercy, mais c'était un Zénith. Je sais plus dans quelle ville. Et il l'a enregistré dans la loge de son Zénith. Et il te l'a envoyé sur WhatsApp? Et il l'a envoyé, moi je l'ai reçu sur WhatsApp. Non, mais c'est dingue. Une voix, il avait enregistré même plus long que son couplet. Enfin, il avait donné du rap, il a fait faites ce que vous voulez avec. Et genre, si vous voulez la mettre dans un pré-refrain, vous faites votre cuisine avec, vous en fouillez. Il a même pas écouté le mix après. C'est généreux, man. C'est cœur sur la main, man. Tu l'as jamais vu, tu l'as jamais remercié en vrai? Bah, j'ai remercié évidemment partout où je pouvais, mais j'ai jamais pu le voir en vrai parce que c'est quelqu'un qui se fait très discret et qui en plus est à Marseille. Moi, j'ai pas trop le temps d'être à Marseille. Non, mais bien sûr, j'adorerais le rencontrer pour évidemment le remercier et passer un moment avec lui parce que sa vie doit être folle et que j'aimerais et que je pense que c'est quelqu'un qui est un humain exceptionnel. Dis-moi, on va passer au 3e reportage. Avant, je voudrais là, on va parler cinéma. On te voit bientôt dans un film. Exact. Là, en tant qu'acteur, hein. C'est ça. Ça s'appelle Banger. Alors, Banger. Je joue un DJ, donc qui s'appelle Vestax. Vestax, c'est ça. Ça fait un peu nom de médicament. Hein. C'est vrai, ça. J'avais même pas fait le. Ouais, c'est ça. Un médicament de quoi tu mettrais? Bah, je sais pas, contre la toux. Ouais, c'est vrai. Vestax, il y a un truc avec le X, qui fait un truc. Un Vestax et ça va mieux. C'est bon, on l'a le générique. Voilà. Les graphistes de l'émission, vous nous faites un petit spot. Un Vestax et ça va mieux. Dans Vestax, et donc qui est un peu le DJ en pleine montée, contrairement à Scorpex, interprété par Vincent Cassel, qui est le rôle principal, et qui est sujet à des problèmes liés aux impôts, tout ça, et qui va devoir collaborer avec la police, qui est un peu au courant de ces problèmes financiers. Pour te flinguer, toi? Pour me flinguer, moi, pour démanteler un réseau criminel de revente de stupéfiants. Et en fait, mon personnage est entouré d'une sorte de mafia et il va devoir intégrer mon équipe, où ça crée une rencontre et une cohabitation très marrante. Et ça sort le 2 avril sur la plateforme, que je peux dire, bien sûr, Netflix. Bah oui, on regarde. Tu vas lui sucer la bite toute la journée ou quoi? C'est de la merde, on peut pas enregistrer ça, c'est ridicule. J'ai pas lâché le toc-wac. Oh, là je peux vous entendre. Ah merde. Quand on a demandé à ton entourage sur quel genre de sujet tu aurais aimé réagir, on nous a dit le basket. Pourquoi on nous a dit le basket? Parce que c'est totalement mon sport favori et qui m'a aussi un peu éduqué à tout ce qu'il y a aujourd'hui, surtout sur quoi on a réagi, la musique, l'Amérique.
Mon film préféré d'enfance reste Space Jam. Michael Jordan est pour moi une grande inspiration. Et toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui. Maintenant, il a un peu moins d'actu, évidemment, sportivement parlant. Pour moi, c'est le plus grand sportif de tous les temps. Bon, ça, c'est dit. Oui. Voilà. On va regarder, si tu veux bien, l'extrait d'un reportage. Alors là, c'est nos potes de Stade 2. Bien sûr. Toujours le service des sports de France Télévisions. Merci, les gars, de participer à des rushs. Un reportage sur Jean Galfione. C'est parti. Tony Parker a son public d'inconditionnel. Ah là là, ça c'est mon CM2. Sortie du Frenchie, même quand le match est sans enjeu, comme ce soir-là, contre Dallas. Une popularité qui fait NBA, c'était quelque chose à cette époque. auprès des médias qui le suivent depuis 2 ans. Absolument. Tout le monde aime Tony. Il a fait un boulot formidable. Quand tu joues en NBA, il ne faut pas longtemps pour devenir célèbre. Surtout quand tu joues comme Tony Parker. Mais au pays de l'oncle Sam, la notoriété se mesure avant tout en dollars. Ah, ça c'est du montage, il l'avait raté en vrai. À la boutique des je connais les méthodes. Cette année, nous avons la figurine Tony Parker, les cartes de collection Tony Parker, différents pendentifs et bijoux du... Qu'est-ce que j'aurais rêvé vivre à San Antonio à cette époque-là. T'aurais tout donné pour avoir ça. C'était incroyable. Et enfin, différents fanions de Tony Parker. À l'époque, Tony Parker, c'était le chouchou de tout un pan de l'Amérique. Hein. À San Antonio déjà, mais c'était le... Et c'est les Spurs. Oui, les Spurs, bien sûr. Non, mais attends, on dit... Qui aujourd'hui existent, voilà. qui aujourd'hui vivent un revival avec l'arrivée de Wembanyama. Mais à l'époque, c'était dingue parce que c'était pas l'équipe forcément qui avait accompli mais carrément énormément de choses. Il y avait des champions. Mais... à ce moment-là, hein, Tony Parker, c'est quand même, pour nous tous, j'ai envie de dire, le Frenchie qui va réussir dans la NBA. C'est la première fois que ça se produit. C'est la première fois, non, il y avait déjà des joueurs qui avaient été là auparavant. Je pense à Jérôme Moïso, je pense à Tariq Abdul-Wahad. Mais lui, c'est le premier, potentiellement, qui a créé autant qui a fait autant de bruit, qui a eu une carrière aussi Mais qu'est-ce qui te plaît là-dedans? C'est le basket, Tony Parker et sa personnalité, j'imagine, les États-Unis, et ça réunit plein de trucs que t'adores. C'est tout. Moi, je regardais évidemment beaucoup de documentaires sur lui, c'est que je me reconnais en lui. Encore une fois, modèle de métissage, de quelqu'un qui est né d'une biculture, qui a eu un modèle comme avec Michael Jordan. Moi, c'était Tony Parker qui était mon modèle. Ouais. L'Amérique. Moi, je découvre le basket pile au même moment où lui, il est successful avec les Spurs. Donc, en fait, je me prends un cocktail d'informations qui me plaisent et qui m'inspirent. Je rêve à ce moment-là de jouer au même niveau. Bon, j'ai vite été rattrapé par la vie. Mais pardonne-moi, t'as failli être basketteur professionnel? Ouais. Mais c'est quoi cette histoire? Je vais pas développer parce qu'après ça va créer la polémique. Mais développe, attends. Ouais, j'ai failli signer en NBA, mais bon, ça... C'est un autre pan de ma vie que j'ai pas envie de développer. Pardon, 1m78, c'est pas un peu Oui, ok, bon, j'étais un peu loin de ça, mais je me suis blessé, c'est tout, ok. Mais c'est vrai, parce que j'ai fait une chanson, où je dis j'aurais pu jouer pour les Miami Heat, mais c'est uniquement pour la rime. J'aurais pas pu jouer pour... Attends, toi aussi, t'as fait jouer pro? Non, moi, je jouais au handball. Handball, oui, c'est ça. Moi, j'ai joué au handball. Et à quel niveau? Alors, pas mal, au sens où, à l'époque, j'étais cadette et j'ai joué en double surclassement avec des seniors. Ok, bien. On peut se mettre un peu des highlights de tes meilleures actions ou pas? Je peux te dire que j'étais ailier droit ou pivot. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Moi, j'ai fait autre chose après, de la natation, machin, et puis voilà. Je me suis blessée au genou, mais plus tard, moi, au ski, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Tu suis encore le handball? Parce qu'il y a une bonne équipe de France. Ça m'arrive, carrément. Non, mais attends, c'est féminine comme masculine. Comme masculine, ils sont super bons. Ouais, je regarde. Mais tu sais, moi, je suis assez fan de tous les sports. Hein. Je suis capable de me regarder un match de rugby, un match de basket, un match de hand, de regarder le 100 mètres, tout ça. Oui, c'est ça. Ouais, mais si. Oui, tu vas me dire que l'équitation, tu regardes? Non. Voilà, sympa tous les sports. Bon, allez, on arrête de parler de moi. Le cross-country, tu regardes le cross-country? Je crois pas. Tiens, regarde le rêve américain. Je me rappelle de cette maison, il habitait là-bas avec Eva Longoria. Moi, rêve américain en version française. Oh là là, c'est ma petite piscine. Je rêvais de ce panier de basket-là. C'est vrai? Bien sûr. Chaque fois, j'ai rigolé avec mes potes, Boris. Dans la piscine? Bien, mais ce robot là, tu vois ce robot? J'en rêvais de ce robot de piscine. Il fait chaud toute l'année, 40 degrés, donc on est obligé d'avoir une piscine. Et donc, j'ai fait un peu le design. Et donc, quand je sais que quand il y a mes amis, ils viennent, on va tout le temps jouer au basket. Donc, moi, j'ai la flemme de tout le temps conduire jusqu'aux salles de basket. Donc, je me suis dit, c'est très bien que je fasse ça, c'était mon rêve. Demi-terrain. C'était mon rêve d'avoir la même
maison. Et donc là, c'est mon petit demi-terrain avec le panier. On peut le régler, le mettre à 3,05 ou le mettre bas. Comme ça, on peut tous se matcher. On s'amuse à se matcher. Ça, c'est le rêve. Le sportif français le plus payé de toute l'histoire. C'est le rêve de tout joueur de basket. Tu le réalises, ça Ça, je m'en fous carrément, ça. Je serais peut-être au même niveau que Zidane, mais les gens me connaîtront toujours moins que Zidane parce que moi, je suis aux États-Unis. Moi, pour moi, le bonheur, c'est être avec ma famille, tu vois, être avec mes amis, essayer de bien jouer au basket, essayer de gagner un titre, tu vois. L'argent, bien sûr que c'est bien, mais ça fait pas tout. Trop bien de revoir ces images-là, parce que moi, c'est vraiment toute mon enfance. Mais c'est ce que tu disais là pendant qu'on regardait, c'était ton rêve, ça. Tu voulais la maison, le terrain de basket, même je me rappelle de sa voiture, il avait un BMW M3, il me semble. Et je connaissais tout, j'avais tous ses livres, j'avais tout. Tu peux totalement identifié, quoi. Je savais tous ces clubs, je les connaissais d'ailleurs. Là, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que tout te fait rêver. Tu regardes la super maison, la villa vraiment à l'américaine, la piscine, c'était ça ton rêve américain? Bien sûr, mais tout le Et rêve. est-ce que ça l'est toujours? Ça l'est moins dans le sens où je me confronte aussi aux réalités de la vie. Moi, il y a encore 5 ans, je voulais acheter à Los Angeles. Est-ce que ça vaut vraiment le coup aujourd'hui quand tu vois... vu comment ça a cramé, moi. Tu vois? Donc, il y a déjà ça. Puis, politiquement parlant, tu, évidemment, grandis et comprends certaines choses. Tu as le côté fake, le côté où tout le monde est prêt à marcher sur tout le monde pour réussir. Je parle surtout de LA, mais... Et aussi une sécurité... social et un truc très fragile. Chacun pour soi, tu veux dire? Individualiste. Tu l'as vu pendant le Covid, il y a énormément de gens qui sont passés du rêve au cauchemar en perdant leur boulot et en se retrouvant dans la rue. Il y a un truc qui fait plus rêver du tout, tu vois. À plus rêver du tout. Moins rêver, j'aime toujours y aller, j'y étais encore il y a 1 an. J'aime la culture, le lifestyle, les films, Hollywood. Tout ce qui fait rêver quand tu es à Grenoble et que tu regardes ton poste de télé. Puis quand tu arrives sur le terrain, forcément, tu déchantes un peu, tu vois. Dernière séquence, Yvick. Tony Parker, Stephen Marbury. Ça te fait pas marrer, ça? Bah si, NBA Live 2023. Contre Phoenix. Marbury, totalement, grâce à ça que j'ai découvert le basket. Est-ce que tu penses qu'il joue à NBA 2K avec ton perso? Il peut pas, parce qu'il y avait que moi qui pouvais y jouer, malheureusement. C'était un bug de la matrice aussi. J'avais annoncé le truc de tout le monde pourrait y jouer, et finalement, non. Un peu figé, ton perso. Oui, alors ça, c'est parce que c'est un screenshot, donc c'est normal, il était bloqué. Mais en fait, quand j'ai pris la photo, ils te demandent, en fait, t'as au moins, 200 caméras dans une pièce ronde comme ça, et ils te demandent vraiment d'être le plus stable pour que, après, et donc du coup, tu dois faire ça, après tu dois faire comme ça pour avoir, mais il n'y a pas d'entre-deux, donc forcément quand il y a la photo je suis comme ça, donc il m'a valu d'être l'arrivée de Twitter, un mème, mais qui m'a fait connaître de plein de gens aussi, donc c'était À chaque fois qu'on a joué Phoenix, ils ont bien joué contre nous et nous on n'a pas super bien joué. Mais là c'est différent, là les deux équipes sont motivées. Marbury qui a une moins bonne carrière que Parker aujourd'hui, donc c'est drôle. Qui se compare à lui. T'as vu? Ils vont se voir. Il faut, maintenant c'est les playoffs, c'est sérieux quand même. Tu vois, donc là t'as... Yes, Tony Parker contre Stephen Marbury. Que j'ai rencontré aussi, Stephen Marbury. Si, dans un cadre très peu sportif parce que c'était en boîte de nuit. Ah ouais? Ouais. Par hasard? Par hasard, et je l'ai reconnu, j'ai demandé une photo. Personne ne calculait parce que personne ne savait vraiment en France qui il était. Et moi, j'étais comme un dingue. Ah, tu m'étonnes. Ce qu'il disait, c'était impressionnant. Mais en fait, Tony Parker, il a jamais peur. C'est aussi ça qui, moi, m'inspirait. C'est qu'il a une détermination à toute épreuve. Quand tu sais d'où il part, et sa taille, il n'était pas forcément très grand. 1,88. C'est ça, et dans le basket, c'est pas la taille... en NBA, c'est aux alentours d'1,93, la taille des meneurs. Et encore aujourd'hui, t'as des mecs comme Luka Doncic qui sont encore plus grands. Il n'était pas du tout prédit à un avenir de la sorte. Et tu le vois, même aujourd'hui, tu vois, il est toujours quand même assez... sur la réussite, inspiré, et il est toujours axé sur ça, faut pas s'arrêter de travailler, faut tout le temps... Tiens, petite surprise pour toi, pour mettre le basket en avant. Petit défi. Ok. Donc là, je représente le basket français. Ouais, si je rate avec des ballons en plastique, qui sont pas du tout homologués. Ok, et là, t'as un panier, regarde. Oh non, c'est bon. Si. Je peux dunker? Si tu mets les 3... Je fais un feat avec toi dans ton prochain album. Alors, je gagne quoi, en fait, au final? C'est pas un cadeau. C'est ça que j'allais dire. C'est pas un cadeau, hein. Il est où le cadeau? Il est où le gain, là?
Bon, alors déjà, je flippe Non, pas. mais j'ai un peu, Ah non, non, mais j'ai eu poussé à la salle. J'imagine si t'avais réussi les 3, oh, j'étais mal. Ah non. Écoute, on va finir par un dunk. Non, je peux pas partir sur un 0 sur 3. Vous me connaissez, je reste un basketteur dans l'âme, je pouvais pas te choquer au dernier moment. Non, mais désolé, mais c'est comme quand j'étais en CM2 que j'envoyais un papier dans la poubelle et qu'on me disait ah ouais, donc toi t'es basketteur. Désolé, on joue pas avec ça sur un terrain. Donc c'est normal. Allez, moi j'ai toujours du mal à conclure. Donc tu m'aides. On leur dit merci d'abord. Merci les Ozos, merci les Lucetos, merci les Proms sur l'inf pour votre soutien. Bon, on va lancer un concours. Abonnez-vous à la chaîne. On va trouver un concours pour qu'ils trouvent un nom pour ma commu. Ah bah les Lucetos c'est bien. Non, les Lucétiens, les élucides. Sur l'info. L'enfer. Dites-nous qui vous voulez voir invité derrière. Et en premier, abonnez-vous. Les gars, soyez indulgents sur toutes mes analyses. Je suis quand même avec Élise Lucet. Il y a une petite pression quand même là, qui a été là. Donc si j'ai pas été totalement juste dans tout ce que j'ai dit, c'est la pression, d'accord ? Allez, bisous les Lucetos. Ciao les Pommes sur l'inf.